à tous! Alors oui, je sais, normalement on était censé se retrouver dans un bilan de lecture avec un mois bien précis. Sauf que je l'avais filmé, hein, mais la qualité, elle était ignoble. Donc je préfère vous refilmer carrément un update. Le soleil va faire n'importe quoi, je vous préviens aussi. Un update qui va inclure du coup les lectures du mois d'août et les lectures du mois de septembre. Nous allons démarrer cette vidéo avec le livre Blood and Honey écrit par Shelby Marine, qui est le tome 2 de Serpent and Dove, publié chez De Saxus, et c'est une lecture à qui j'ai mis 3,5 sur 5. Je préfère vous montrer de ce côté-là. Je vais vous résumer plutôt rapidement l'histoire du tome 1. Alors, Serpent and Dove, c'est un Enemy to Lovers, et d'ailleurs c'est l'un des rares vrais Enemy to Lovers et l'un de mes livres préférés. Lou est une sorcière et Red est un chasseur de sorcières assermenté par l'église. Lou appartient à un clan qui la recherche, qu'elle a fui puisque en fait ils veulent attenter à sa vie. Et elle s'est réfugiée dans la ville de Serrazine si je ne me trompe pas. Je suis désolée, ça va être un petit peu chaotique, je vais changer sans arrêt de côté parce que sinon ça va être désagréable pour vous. Et donc Lou survit et subvient à ses besoins à partir de petits larcins. Et quant à lui, Red est très pieux et très dévoué à sa mission, éradiquer les sorcières, et par un certain concours de circonstances, ils vont être amenés à un mariage arrangé, et vous comprendrez donc qu'ils vont être mari et femme, et au vu du passif de Lou, bien sûr, elle va vite se retrouver en danger, et on va donc passer par certains événements que je vous laisserai découvrir si vous avez envie de lire le tome 1. J'espère que ce résumé était compréhensible. Donc pour ce deuxième tome, je vais essayer de ne pas spoiler en vous donnant un avis quand même. J'ai été déçue. Je ne vais pas nier que j'avais l'espoir d'avoir un avis qui allait aller à l'encontre de la majorité, puisque c'est vrai que ça revient beaucoup les déceptions par rapport à ce deuxième tome, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Ici, Lou et Red m'ont agacée, mais surtout Red. Carrément, je l'ai retiré de ma liste de book boyfriend, c'est pour vous dire, je l'ai largué. Et donc vraiment, il était insupportable. En fait, tout ce qui m'a plu chez lui dans le tome 1, c'est-à-dire cette espèce d'évolution dans le sens positif qu'il a eu, l'ouverture d'esprit que je pensais qu'il avait pu acquérir avec tout ce qu'ils ont traversé dans le tome précédent, bah en fait, vraiment pas. Je trouve que ici, il était H24 en train de faire des reproches, et d'être vraiment intolérant. Il avait cette espèce de jugement de valeur perpétuel, alors que si on regarde par rapport à tous nos personnages et les actes qu'ils ont pu commettre, c'est celui qui a été le plus monstrueux selon moi. Donc j'ai vraiment pas aimé cet aspect de son personnage. Hormis ça, j'avais aimé retrouver un petit peu notre univers, j'étais contente, sauf que je trouve que cette fois-ci il y a eu un tournant dans l'histoire qui a fait que j'ai l'impression que ça part totalement en cacahuète, qu'on s'éloigne justement de l'ambiance que j'appréciais tant et que ça va tourner à un truc un petit peu bizarre. Je vous en parle pas parce que ça pourrait être un spoil, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va changer de délire carrément. Et j'avoue que c'est un point qui me fait vraiment peur, surtout que je vous ai expliqué mon nouvel objectif, c'est-à-dire terminer mes séries en cours. Il me reste le troisième et dernier tome, et vraiment avec ce qui se passe dans celui-ci, j'ai peur d'être vraiment très déçue, et c'est super dommage parce que le premier tome ça n'a même pas été un 5 sur 5, ça a été un coup de cœur pour moi. Et là on est sur un 3,5 parce que bon, j'ai quand même aimé la fluidité de l'histoire, même si il y avait certaines longueurs par rapport au conflit et aux non-dits qui opposent perpétuellement nos personnages. Et ce qui m'a le plus déçu, c'est cette espèce de hors-sujet qui est tombé dans notre récit et qui fait que j'ai l'impression qu'on perd ce qu'on avait pu acquérir à la base. Et donc voilà. Alors pour faire un résumé, puisque pour le coup les chroniques des Bridgerton, si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé de les lire dans le sens de publication, même s'il peut parfois y avoir des petites anecdotes sur les histoires qui ont précédé, mais c'est vraiment des points qui ne sont pas importants, donc vous pouvez lire les Bridgerton comme vous voulez. Et pour l'histoire d'Anthony, en gros, le retour du soleil, Anthony est arrivé à un stade dans sa vie où il a envie de commencer à construire sa famille. En fait, il a un traumatisme qui remonte à sa jeunesse quand il a perdu son père. Et son père, c'était tout pour lui, il était vraiment très proche de lui. C'est même un exemple et il est convaincu de ne même pas lui arriver à la cheville. Pour lui, c'est ce à quoi devrait ressembler un homme. Et à sa mort qui est survenue subitement, en plus, je vous laisserai voir dans l'histoire par rapport à quoi, mais c'est vrai que ça peut sembler choquant pour quelqu'un qui n'avait aucun signe
pas de maladie, pas de faiblesse, qui semblait vraiment très solide. Et ça a donné à Anthony une conviction, c'est que lui aussi perdra la vie jeune. Et donc au début de notre histoire, comme je vous l'ai dit plus tôt, il est déterminé à trouver une femme afin de pouvoir fonder sa famille avant de perdre la vie. Et donc, pour ceux qui ont regardé la série, parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, je suis absolument fan de la série. Vraiment, je l'adore. J'adore l'ambiance, j'adore le fait qu'il y ait cette diversité, j'adore les différents scénarios. Enfin, c'est vraiment tout un mood, les Bridgerton. C'est vrai que moi, avant de commencer les livres, bon, j'étais un petit peu déçue. Oui, c'est une romance historique, donc il n'y a pas la diversité qu'on retrouve dans la série. Et j'appréhendais. Mais ça m'a pas empêché d'être totalement sous le charme de cette histoire. Parce que ce qui se passe ensuite, c'est que Anthony va s'intéresser au diamant de la saison, qui n'est autre que la sœur de Kate, Edwina. Je ne me souviens plus des noms de famille dans les Bridgerton, mais bon bref, c'est un détail. Et donc Edwina a une grande sœur qui n'est autre que Kate, et Kate est aussi rentrée sur le marché du mariage, sauf que Kate n'a pas vraiment pour objectif de se marier. Voilà, elle, si elle termine vieille fille, ça ne la dérange pas du tout. L'important pour elle, c'est que Edwina se marie avec quelqu'un de bien et d'intéressant. Et le truc, c'est que Kate est contre un potentiel mariage avec Anthony, étant donné qu'elle a vite repéré l'énergumène, puisqu'il a une réputation de libertin, et le fait est que, bon, Anthony mener la belle vie, quoi. On va donc avoir un espèce d'affrontement entre Kate et Anthony, des joutes verbales. Enfin, j'ai tellement ri, j'ai adoré la tension qu'il y avait entre les deux. Voilà, ils vont se détester, même si bon, on connaît la finalité. Et c'est vrai que j'étais totalement conquise. Vraiment, on passe par toutes les émotions. Autant il y a un passage qui peut être touchant, un autre extrêmement drôle et un autre attendrissant. J'ai adoré la scène de l'abeille. Alors, je me demandais de quoi les gens parlaient quand il y a eu la diffusion de la série par rapport à la scène de l'abeille. C'est vrai que la scène de l'abeille dans le livre et dans la série n'a absolument rien à voir. Je ne relis pas souvent mes livres et je peux vous garantir que celui-ci, il y a des chances que je le fasse parce que vraiment, c'est une histoire super sympa. Ça se lit tout seul et j'ai largement préféré par rapport à l'histoire de Daphné qui a été un petit peu sans plus pour moi, comme d'ailleurs j'ai préféré la saison de Kate et Anthony pour la série. Et si vous avez envie de lire le livre mais que vous avez un doute par rapport au fait que vous avez déjà regardé la série, et c'est pas la même chose. L'histoire ne prend pas la même direction, ce que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que je pars du principe que vous avez peut-être pas vu la série non plus et je vais pas vous spoiler la série. Mais voilà, ça prend des directions différentes et j'ai adoré découvrir cette version. Donc dans la chronique des Bridgerton, je recommande totalement l'histoire d'Anthony. Ensuite, à nouveau une suite. The Heart of Betrayal, qui est le tome 2 de The Remnant Chronicles, qui arrive après The Kiss of Deception, écrit par Mary Pearson et publié chez La Martinière Fiction. Dans l'histoire de The Kiss of Deception, nous avons 5 points de vue. Le point de vue de Lia, le point de vue de Raph, le point de vue de Kaden, le point de vue du prince et le point de vue de l'assassin. Et en fait, nous suivons l'histoire de la princesse de Morrigan, Lia, qui était promise à un mariage arrangé avec le prince de Dalbreak, si je ne me trompe pas. Sauf que Lia est effrayée, elle ne connaît rien de cet homme, elle est totalement contre l'idée et elle prend donc la décision de s'enfuir et d'aller se réfugier dans les confins de Terraven. Sauf que là-bas, qui la retrouve, qui la suit, le prince est conduit et un assassin envoyé pour la tuer. Et le but du premier roman, ça va être de découvrir au fur et à mesure du récit qui est le prince et qui est l'assassin parmi Kaden et Raph. Et j'avais mis 5 au premier tome, j'avais adoré, j'étais totalement happée par l'histoire. Je vous ai déjà dit que j'ai lu la duologie qui vient ensuite, Dance of Thieves avant, ne le faites pas, sinon vous savez qui est qui et vous connaissez les grandes lignes de la trilogie, pas seulement du premier tome, de l'histoire en elle-même. Je suis complètement fan de tout cet univers, de la plume de Mary Pearson, vraiment j'adore tout ce qu'elle a pu écrire, tous les détails auxquels elle a pu penser. C'est vraiment une histoire que je ne me lasse pas de recommander. Oula! J'espère que vous voyez toujours plus ou moins bien parce que là j'ai changé, j'ai fermé un peu le volet mais il y a toujours un truc qui crache. Je m'excuse, cette vidéo va être chaotique. Et donc pour revenir au tome 2, je lui ai mis 4,5 sur 5. J'ai beaucoup aimé, on est plus dans une ambiance en huis clos, c'est différent par rapport au premier tome. Les relations entre les différents personnages se développent, on en apprend beaucoup plus sur l'histoire de notre univers et j'aime beaucoup
l'évolution du personnage de Lia. Il me tarde de découvrir la suite et même si je sais ce qui va plus ou moins se passer, je stresse. D'où le fait que je n'ai pas enchaîné tout de suite avec le troisième, surtout que le troisième est plus long que les 2 premiers tomes. Mais voilà, toujours un plaisir de retrouver cet univers, l'histoire est fluide, enfin de toute façon je vous ai dit la plume c'est limite poétique et on sent qu'il y a eu un gros travail derrière l'invention de tout cet univers qui est riche. Mais je pense qu'on ne sera plus dans cette ambiance huis clos dans le 3e tome et c'est pour ça qu'il me tarde de le découvrir puisque c'est vrai que je suis vraiment intéressée à l'idée d'en découvrir plus sur l'entièreté de l'univers. Donc voilà, et en plus je répète, il y a des passages qui sont vraiment touchants. Enfin moi dans le premier il y avait des moments où j'étais en larmes. J'ai hâte de me pencher là-dessus, donc à suivre. Qu'est-ce que j'ai été raisonnable au mois d'août. On enchaîne encore une fois avec une suite qui est le tome 2 de La Marque des Anges écrit par Laini Taylor et publié chez Gallimard Jeunesse. Alors je vous ai déjà parlé de cette histoire dans laquelle il y a un enemy to lovers. Attention, il n'y a pas que ça se concentre pas sur la romance, on est vraiment au milieu d'un énorme conflit politique, mais c'est l'enemy to lovers le plus poignant, le plus déchirant que j'ai pu lire. Encore une fois, ce sera un résumé qui sera plus concentré sur le tome 1. Donc dans le tome 1, nous découvrons le personnage de Karu qui est une humaine, mais c'est une humaine qui évolue au milieu de ce fameux conflit qui oppose les chimères d'un côté et les anges d'un autre. Karu a constamment un espèce de sentiment, quelque chose qui lui échappe, un manque, et on va donc découvrir certains mystères tout au long de la lecture du tome 1. Quant à ses origines et bien sûr on va en découvrir plus sur l'univers, les raisons de cette fameuse opposition et tout ça. Et dans ce tome 2 on reprend l'histoire où on l'a laissé suite à cette torture à la fin du tome 1. Vraiment à la fin du tome 1. Et ça a été une nouvelle fois un 5 sur 5 pour moi. C'était juste fou. On rentre plus dans le conflit qui est carrément une guerre, hein. On voit toute l'atrocité qu'il peut y avoir derrière. J'ai oublié de préciser, on suit surtout les points de vue de Karu et Akiva qui fait partie des anges. Et donc ce que je voulais dire c'est que on a en plus, j'ai même pas envie de vous en dire trop pour que vous puissiez découvrir, surtout que là on parle du 2, donc je vais pas m'étaler sur ce qui peut lier nos personnages entre eux, les différentes relations, tout ça, mais on a aussi l'évolution du personnage de Karu qui a forcément dû s'endurcir avec tout ce qui s'est passé et vraiment c'était poignant, c'était juste génial et encore une fois j'ose pas lire le 3e et dernier tome parce qu'il me semble qu'il y a tellement de choses encore en suspens que ça me paraît même fou que tout puisse être abordé dans cette fin. Donc vraiment j'étais juste encore une fois happée et sous le choc, plein de choses. Et La Marque des Anges, c'est une série que je vous recommande vivement. Alors oui, c'est du young adulte, mais c'est tellement mature que ça m'étonne même que ça en soit. Si jamais vous hésitez, c'est une histoire qui sort de l'ordinaire, c'est super bien écrit, encore une fois assez poétique dans la plume, tout est vraiment développé, c'est juste fou et je recommande totalement. J'ai lu le 2e tome du webtoon Seule la mort attend la vilaine, dont l'histoire originale a été écrite par Won Guyol et publiée chez Kotun Éditions. Alors, je vais vous faire un résumé du tome 1, enfin de l'histoire en soi, c'est une histoire de réincarnation. Je suis totalement fan des webtoons avec des histoires de réincarnation, je ne m'en lasse pas. Et dans cette histoire, nous allons suivre le personnage de Pénélope. En fait, je me souviens plus de son prénom lorsqu'elle était dans sa vie de base, mais elle s'est réincarnée dans un jeu vidéo dans lequel elle va interpréter le personnage de la vilaine Pénélope. En fait, elle avait passé beaucoup de temps sur ce jeu à interpréter la gentille justement de l'histoire, puisque le but en fait, il y a plusieurs protagonistes masculins, c'est de réussir à en séduire un. Il y a une jauge de romance, il me semble. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on arrive au 100%, on a réussi le jeu. Sauf que justement, elle a voulu tester la difficulté difficile, la plus haute, et elle s'est retrouvée à tester maintes et maintes fois de jouer Pénélope, sauf qu'il n'y avait rien à faire, à chaque fois Pénélope finissait par mourir. Et donc, arrivée dans sa peau, elle va devoir tout faire afin de survivre et surtout tester des réponses complètement contraires à celles qu'elle avait pu tester précédemment. Et donc c'est un webtoon super addictif, je l'adore, c'est un 5 sur 5 pour moi. On est tout le temps en train de se demander quel va être le protagoniste masculin qui va être le plus susceptible de pouvoir aider Pénélope, sans oublier que dans l'histoire précédente,
pas mal d'entre eux avaient fini par la tuer. J'ai donc totalement adoré et il me tarde de lire le 3. Je vous en dis pas plus, de toute façon en vrai vous savez comment ça fonctionne, hein. Quand on a les webtoons en format papier, c'est tout simplement plusieurs chapitres qui sont mis dans plusieurs tomes. Et là je sais pas à quel chapitre on en était, mais en plus les graphismes sont vraiment beaux. Je vous avais déjà montré ça dans une vidéo précédente, mais je vous remontre une planche, voilà, j'aime beaucoup. Et en plus j'aime beaucoup le tempérament du personnage de Pénélope, parce que parfois dans certains webtoons, les protagonistes vont être assez niaises ou ce genre de choses, et c'est surtout que j'adore quand on est du côté de la vilaine. Donc voilà, je vous recommande également. Et pour en revenir au roman que j'ai pu lire, une autre petite déception, c'est Love on the Brain, écrit par Ali Hazelwood et publié chez Hauteville. J'ai déjà lu The Love Hypothesis, vous pouvez retrouver mon avis dans une ou deux vidéos précédentes peut-être d'ailleurs. Et je m'attendais à l'apprécier parce que j'avais vu en plus pas mal de gens dire qu'il était même meilleur. Et non, j'ai pas du tout adhéré. Alors, cette fois-ci, on suit les personnages de Bee et de Levi, ou Levi, c'est comme vous préférez, mais je vais dire Levi pour la vidéo. Bee et Levi se sont déjà croisés lors de leur chemin universitaire un peu plus tôt, quelques années en arrière, et ce qu'il en résulte de leur relation, c'est qu'ils ne s'aiment pas. Levi s'est toujours montré froid et taciturne envers Bee, donc forcément, c'est pas possible qu'ils s'entendent. Sauf qu'ils ont chacun continué leur vie de leur côté et ça appartient donc au passé. Mais un jour, on propose à Bee de prendre un poste dans la direction d'un projet de neuro-ingénierie. Et elle, c'est son domaine d'études, elle est donc dans la direction du côté neurologique, mais du côté ingénierie, ce n'est autre que Levi qui va se retrouver à travailler avec elle. Ça s'annonce donc mal pour Bee, notre passionnée de Marie Curie, je reviendrai sur ce point plus tard, qui va devoir collaborer avec son ennemi juré de la fac. Sauf qu'elle va avoir la surprise de découvrir qu'au fur et à mesure, eh bien, Levi s'adoucit et qu'il va peut-être pouvoir même être un allié pour elle dans ce projet. Je vous dis donc ce que j'en ai pensé, j'ai mis 3 sur 5 à cette lecture. Alors, encore une fois, c'était fluide à lire. C'est souvent ce que je recherche quand je me plonge dans une romance, mais le côté science qui ne m'avait pas plus que ça dérangé dans The Love Hypothesis m'a cette fois-ci un peu gênée. Il y avait des passages où je comprenais vraiment rien, je vous ai déjà dit, la science et moi, ça fait 40. J'ai jamais aimé ce domaine lors de mes études et j'ai d'ailleurs choisi de me tourner vers l'art, donc rien à voir avec la science. Et il y avait des moments, j'étais totalement perdue, j'avais même envie de sauter certains passages parce que bah ça m'intéressait pas. Ça parlait de leurs expériences et donc ça me passait vraiment au-dessus. Et pour revenir sur le point de Marie Curie, alors oui, Bee est fan de Marie Curie, mais c'est trop. En vrai, au début, je trouvais ça marrant, mais ça revenait encore et encore. À chaque fois qu'elle faisait un truc, elle faisait une référence à la vie de Marie Curie. Je crois qu'après avoir lu ce livre, je suis en mesure de rédiger une biographie sur Marie Curie. Non vraiment c'était trop, c'était un peu too much à mon goût bien sûr. Je ne le précise jamais mais il faut vraiment pas le prendre à cœur quand j'explique qu'un livre ne m'a pas plu parce que c'est totalement personnel et que je pars du principe que certains de mes gros coups de cœur ont sûrement ne pas pu plaire à d'autres. Donc vraiment ne le prenez pas mal. Mais ça l'a pas fait avec moi. Ensuite pour ce qui est des personnages de Bee et Levi, je ne me suis pas du tout attachée à eux. J'ai retrouvé trop de similitudes avec nos personnages précédents. Et aussi il y avait des points qui me faisait un peu lever les yeux au ciel, par exemple la façon qu'Ali Hazelwood a de toujours souligner les différences de taille. Je trouve ça un peu cringe parfois. Oh, ses petites mains, elle est toute petite, elle est... Oh. Donc voilà, il y a ce point aussi qui m'a un petit peu pas plu. Et l'histoire en elle-même, bon, c'était sympa à lire, mais sans plus. J'ai pas énormément accroché. Et j'ai vraiment vu venir le fameux plot twist. Ça m'a d'ailleurs un petit peu sorti de ma lecture parce que j'étais persuadée que ça allait mal tourner. Je voyais le truc venir, je savais quel personnage allait mettre le bazar. Ça s'est avéré être vrai. Donc voilà. C'était sympa, mais je sais que je ne le relirai pas et j'ai eu du mal à terminer quelques dizaines de pages à la fin. Donc voilà, j'irai pas jusqu'à le recommander celui-ci. Ensuite, j'ai lu Frost, le premier tome de Frost et Nectar, écrit par C.N. Crawford et publié chez Corrigan. Alors, je vous avais parlé de ce livre que j'avais reçu pour mon anniversaire. Je vais donc vous donner mon avis. J'ai mis 4 sur 5. Petit rappel du résumé, on suit le personnage d'Ava qui, lorsqu'on démarre l'histoire, vient de fêter ses 26 ans. Enfin, c'est le jour de son anniversaire. Et qu'est-ce qu'elle découvre en rentrant chez elle? Plutôt son petit ami en pleine action en train de la tromper. Et en plus de ça, elle avait quand même
tout donner pour cette relation, tout donner pour cet homme. Et donc suite à ça, elle décide d'aller noyer sa peine dans un bar. Sauf qu'énorme surprise, qui débarque? Thorin, le roi des failles, puisqu'il l'invite à participer à un concours qui consiste à choisir la prochaine reine des faillés. Et sur le coup, Ava refuse et trouve même l'idée totalement ridicule. Sauf que par un concours de circonstances, Thorin va à nouveau lui proposer un marché qu'elle va accepter. Et donc il va faire en sorte de l'aider à rester en vie lors de ce concours, puisque dans cette histoire, les faillés sont complètement cinglés. Et une fois arrivée au palais, Ava va découvrir qu'elle ne peut faire confiance en personne, qu'il semble y avoir des secrets qui couvrent partout et qu'elle ne peut peut-être même pas se fier au roi lui-même et surtout pas à l'attirance qu'elle semble éprouver pour lui. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit de l'urban fantasy, étant donné qu'en lisant le résumé il n'y a pas vraiment de signe. Ça a été une vraie surprise et j'ai trouvé ça marrant. En fait, le fameux concours dont je vous parle au début, c'est un concours filmé, c'est une télé-réalité. Ava va participer à une télé-réalité. Parce qu'en fait, il y a le monde des humains, le monde des failles, et ça fait maintenant plusieurs années que les humains ont découvert leur existence et leur vouent maintenant une admiration. C'est donc pour ça qu'on en arrive au point où il y a carrément une télé-réalité sur un concours de failles sanglants. Et j'ai trouvé que ça sortait vraiment de l'ordinaire, que c'était original, ça m'a fait rire. J'ai trouvé que l'histoire était très sympa, super fluide, addictive. On a un mystère derrière Ava puisque elle évolue dans le monde des humains quand on commence l'histoire et elle nous explique qu'elle a été bannie. Sauf qu'on n'en connaît pas vraiment les raisons et qu'elle a pas l'air de connaître elle-même ses origines. Et on va donc avoir des petits indices par-ci par-là au fur et à mesure de l'histoire sur la possible réelle identité d'Ava. Et on a en plus forcément une romance qui se construit au fur et à mesure, surtout que Thorin est victime d'une malédiction. Et c'est d'ailleurs dû à cette malédiction qu'il propose à Ava de devenir sa reine, puisqu'il est convaincu de ne pas être attiré par elle. Mais ça ne va pas être aussi facile. Et j'ai vraiment aimé suivre tout ça. Ce que je pourrais reprocher au livre, c'est qu'il y a un manque de développement sur l'univers, sur pas mal de points. Et c'est un petit peu dommage, mais en même temps ça m'a pas dérangé sur le moment parce que c'est pas ce que je recherchais. Je venais de terminer une lecture où il fallait être concentré. Et donc c'est vraiment quelque chose que je recommande si vous avez envie de lire une histoire simple entre deux autres un peu plus complexes. Ça se lit tout seul, rien de bien compliqué et voilà. Je me demande quand même comment ça termine puisqu'on a une révélation assez importante. Donc à voir ce que ça donne dans la suite, mais c'était très sympa. Nous voici avec la dernière lecture du mois d'août, ensuite on passera aux lectures du mois de septembre et c'est un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Bookmark. Le tome 1 de la série Ashira Cohen, Sale temps pour jouer les détectives, écrit par Deborah Wild et j'ai mis 3,5 sur 5. Alors là on a un univers également original, c'est d'urban fantasy. Vous savez que je lis vraiment pas mal d'urban fantasy, j'aime beaucoup ça. Alors dans notre histoire il y a une espèce de séparation entre les ordinaires qui sont les humains qui n'ont pas de pouvoir et les Nefesh qui eux en sont dotés. Notre personnage principal, Ashira, est détective privée et elle a un espèce de traumatisme puisqu'à 13 ans elle a vécu un accident et l'abandon de son père. Elle a donc aujourd'hui beaucoup de mal à se fier aux autres et à faire confiance et elle est déterminée à ne plus se faire manipuler. L'histoire commence donc sur une soirée qui tourne mal pour elle puisqu'elle se prend un mauvais coup sur la tête et apprend par la même occasion qu'en fait elle avait des pouvoirs depuis tout ce temps alors qu'elle était convaincue d'être une ordinaire. Sauf que ces pouvoirs se déclenchent face à Levi, et oui encore un Levi qui est son ennemi et surtout le leader coincé de la communauté magique. Voilà, il est à cheval sur les règles et il y a une règle qui est très importante, c'est qu'un Nefesh ne doit absolument pas cacher ses capacités magiques à la communauté. Et donc ça part un petit peu en vrille, sauf que Levi va avoir besoin d'Ashira puisqu'elle semble être la seule à avoir les capacités afin de résoudre une enquête qui inclut certaines disparitions et surtout qui met en danger la communauté magique. Ça va être l'occasion pour Ashira de faire ses preuves et de prendre sa revanche et même pourquoi pas de mettre Levi à genoux.
Donc j'ai trouvé que cette histoire était très sympa, j'ai mis 3,5 sur 5. Ce qui pêche pour moi, c'est les manques de développement sur un petit peu tous les points. Par exemple sur Ashira elle-même, sur ce qui a pu se passer entre elle et Levi lorsqu'ils étaient jeunes, puisque nos deux personnages se connaissent depuis longtemps et ont vraiment beaucoup de mal à s'entendre, beaucoup à cause du comportement de Levi d'ailleurs. Et même au niveau de sa relation avec son père, je trouve que ça aurait été bien pour pouvoir s'attacher un petit peu plus au personnage d'Ashira, même si je l'ai quand même apprécié. Et j'ai également bien apprécié le tournant qu'a pu prendre cette collaboration entre Levi et elle, ces espèces de joutes verbales qu'il y a entre les deux, puisque bon, pour moi ils sont pas vraiment ennemis. C'est plus une relation de chien et chat, mais ça m'a pas empêché de trouver ça drôle. Et j'ai beaucoup aimé suivre l'enquête que j'ai trouvée intéressante, et le point d'ailleurs qui pour moi était le plus intéressant, c'est qu'il y a un conflit politique entre les ordinaires et entre les Nefesh, et je suis vraiment curieuse de voir où ça peut mener, puisque il y a beaucoup de potentiel là-dessus. Alors je précise, il y a parfois du langage grossier, des scènes assez explicites, donc voilà, c'est plutôt pour un public averti. Ah, et hormis ça, il y a eu certains passages, surtout dans les dialogues, que j'ai eu du mal à comprendre, où je saisissais pas trop le sens. Je ne savais pas si ça venait de moi, mais voilà, je préfère préciser. Parfois j'étais un petit peu perdue, je comprenais pas comment d'une phrase on en était arrivé à une autre. Et donc voilà, je précise. À voir si les questions que j'ai dans ce premier tome ont des réponses dans la suite. Mais ça reste vraiment intéressant. Même la nature d'Ashira, qui découvre ses pouvoirs en même temps que nous, semble elle aussi avoir pas mal de potentiel. Et vu la qualité de l'enquête, à voir. On continue avec un autre aspect, c'est la première lecture du mois de septembre que je vais vous présenter. J'ai trouvé que c'était une lecture addictive. C'est donc le premier tome de la série Desley Academy, l'héritière des ténèbres, écrit par Kyle Carpenter. J'ai vraiment beaucoup aimé, il me semble que j'ai mis 4 sur 5. Notre histoire débute avec des triplés, mais c'est surtout l'une d'entre elles qu'on va suivre. Et ce n'est autre que le personnage de Selena. Les trois sœurs ont grandi au milieu des humains et elles avaient une règle, ne pas montrer leurs capacités aux autres. Suite à la mort de leurs parents, elles ont été envoyées de foyer en foyer au sein de membres éloignés de leur famille. Et quand l'une des sœurs de Selena enfreint cette règle pour la énième fois, elles n'ont plus qu'une chance, la sœur de leur mère. Sinon, elles seront confiées à des inconnus. Leur tante va donc les inscrire à la Desley Academy, l'établissement de la dernière chance. Et qu'est-ce qu'est la Desley Academy ? Une école pour surnaturel. Après des années, les sœurs vont se retrouver à évoluer aux côtés de leurs semblables. Sauf que Selena est bien plus qu'une surnaturelle et pour survivre, elle va être obligée de cacher sa réelle nature. Alors c'est une lecture que j'ai adorée, j'ai été complètement happée, j'ai fait une nuit blanche pour la terminer. Si vous avez apprécié la série Fallen Academy qui est également publiée chez les éditions Bookmark, j'ai retrouvé certaines similitudes dans l'ambiance, parce que l'histoire n'a rien à voir, c'est pas pareil, mais vous retrouvez l'ambiance académique. D'ailleurs, c'est totalement au contexte avec la rentrée qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai beaucoup aimé le personnage de Selena. Alors je pense que ça pourrait ne pas être le cas pour d'autres, mais on a tellement l'habitude d'avoir toujours les mêmes protagonistes qui vont être assez calmes, se laisser marcher dessus, que les personnages comme Selena, qui ont mauvais caractère, qui ne vont pas hésiter à chercher la bagarre, eh bien elle m'a totalement plu, j'ai été conquise. Alors bien sûr, tout au long de ce premier tome, on a un mystère derrière les réelles capacités de Selena. On a certains indices qui arrivent au fur et à mesure, mais on sait jamais totalement ce dont elle est capable. Tout ce qu'on sait, c'est que elle peut être extrêmement dangereuse. Ça va donc être notre narratrice, mais on va avoir d'autres personnages plus secondaires qui vont arriver. Il y a ses sœurs d'ailleurs. J'ai été vraiment choquée en apprenant que c'était des triplés, parce que pour moi, Selena était plus vieille, elle semble plus mature qu'elle, mais en même temps, je pense qu'elle est obligée d'avoir le rôle de grande sœur, même si c'est pas vraiment la plus grande, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il faut pouvoir canaliser au moins Alexandra, qui a un caractère assez spécial et qui a du mal à se contenir. Ce que j'ai trouvé marrant aussi, c'est que malgré le fait qu'elles soient triplées, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques. Et les pouvoirs également sont très différents. Il y en a une qui maîtrise le feu, il y en a une autre, c'est la guérison, et elle, un truc mystérieux que je vous laisserai découvrir. Et on va donc suivre nos trois sœurs, mais surtout Selena, évoluer dans ce nouvel établissement scolaire avec des nouvelles personnes. Il y a forcément
toutes les histoires qu'on peut retrouver dans un contexte académique, hein, des rivalités, de l'amitié. Je précise pour ceux qui pourraient ne pas aimer, mais il peut y avoir certaines grossièretés, moi ça m'a pas du tout dérangé. Ça m'a plutôt fait rire à certains moments. Et quand je vous dis que Selena n'hésite pas à se battre, déjà, dans ses caractéristiques, elle est extrêmement forte. Et oui, elle n'hésite pas à envoyer des pêches, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ça va aussi traiter de certains sujets tels que la dépression et les addictions. J'ai trouvé que c'était un point intéressant. Et on va aussi avoir l'arrivée de l'un de ses amis, un personnage masculin. Il va y avoir une évolution dans leur relation également. J'ai beaucoup aimé ce personnage, son côté posé, avec ce qui se passe, avec ce qu'on découvre. Je suis vraiment curieuse de voir ce qui va se passer dans la suite. En plus, on a un bon équilibre d'un petit peu tous les points. Rien que pour ce qui est des capacités de Selena, on n'est pas au fait de tout. Mais voilà, c'est plus une introduction, mais c'est une introduction qui donne vraiment envie de découvrir la suite et qui pose des bases assez intéressantes que j'ai bien aimées et à voir où ça pourrait nous mener. J'ai lu le livre 2 de Gods of Maine, écrit par Barbara Kloss et publié chez Rivka, à qui j'ai mis 5 sur 5. C'était fou. Alors, au début, j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans l'univers, puisque je trouve que les Gods of Maine, il y a certaines complexités, il y a pas mal d'éléments, c'est très riche, mais une fois que j'étais à nouveau dedans, j'ai juste adoré. Et là où j'ai été déçue par rapport à la possible évolution du personnage de Red dans Blood and Honey, dont je vous ai parlé plus tôt, j'ai été mais totalement sous le charme de Yrrick. Je vous ai dit que j'avais largué Red, et bah j'ai engagé Yrrick dans mon harem de book boyfriend. Vraiment, il est génial. L'un de mes protagonistes masculins préférés, en tout cas de cette année. Il était juste incroyable dans ce deuxième tome. Pour vous faire une petite explication du premier tome, on suit le personnage de Sable d'un côté et de Yrrick de l'autre. Voilà, on a deux points de vue. Notre histoire se déroule dans les 5 provinces et la magie y est interdite. Ceux qui en sont doués sont pourchassés et tués. Et lors d'un accident, Sable découvre lorsqu'elle a à peu près 10 ans qu'elle est capable de tuer grâce à sa musique, puisqu'elle a malheureusement arrêté le cœur de sa petite sœur et a ensuite pris la fuite en se réfugiant dans les landes sauvages. Elle a donc grandi là-bas en devenant guérisseuse, puisqu'elle souhaitait quelque part contribuer à aider les autres après l'acte qu'elle avait pu commettre par accident. Sauf que je ne sais plus très bien, à peu près 10 ans plus tard, quelqu'un ou quelque chose semble être à sa poursuite. Et donc j'avais adoré le premier tome, mais j'ai encore plus aimé ce deuxième tome. On change d'ambiance, on est plus dans un contexte oriental dans ce deuxième tome, mais j'étais juste à fond dedans. Donc on suit à nouveau nos personnages qui évoluent, mais on a aussi la grosse menace qu'on a découvert dans le tome précédent qui prend encore plus d'ampleur et on découvre de nouvelles choses. Même les capacités de Sable semblent évoluer. Et juste, Yrrick et Imari. Vous inquiétez pas, je vous spoil pas, on sait directement que c'est Imari. Oh là là, mais c'est l'un de mes couples préférés, vraiment je suis sous le charme. Il s'y passe tellement de choses, je vais pas développer pour pas vous spoiler. Je pense que je ferai une vidéo consacrée à la série une fois que je l'aurai terminée. J'aimerais bien dans les semaines qui suivent me plonger dans le 3e tome afin de la terminer, toujours dans le même objectif. Mais je vais vous montrer comment se présentent nos personnages. Donc ici vous avez Sable avec sa flûte. Le livre est simplement en crème en dessous. Et de l'autre côté, nous avons Yrrick et leur relation. Je me répète, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé l'évolution dans ce deuxième tome. C'était tellement satisfaisant, même si à côté, on a eu d'autres points qui étaient bouleversants. C'est tellement bien écrit. Ici aussi, on a un côté poétique. Et j'aime d'ailleurs comparer l'univers de Gods of Maine à l'univers de The Remnant Chronicles. Je trouve qu'ils ont tous les deux une certaine richesse et que les deux histoires sont totalement immersives. Mais pour vous dire, j'ai une préférence pour Gods of Maine. En tout cas, avec tout ce qui s'est passé, ça me fait comme pour la Marque des Anges. Je me demande comment, avec un tome, on va pouvoir régler tout ça. Et j'appréhende à l'idée de clôturer. Donc on verra ce que ça va donner, mais c'est vraiment une super série. Par contre, je vous préviens, c'est pareil, c'est catégorisé comme étant du young adulte, mais c'est extrêmement mature. Ça aborde certains points qui peuvent ne pas être pour tout le monde, donc attention, trigger warning, même si ça va parfois ne pas être plus développé que ça, je pense qu'il faut faire attention. J'ai également lu le tome 2 de Legendborn, marqué au sang, écrit par Tracy Donn et publié chez les éditions J'ai lu. J'ai adoré cette lecture, j'ai mis 5 sur 5. C'était juste
incroyable. Pour vous refaire une petite explication de la série Legend Born, on suit le personnage de Brie Matthews, 16 ans, qui a pu intégrer le programme anticipé d'une prestigieuse université. Et tout ça s'est déroulé suite à la mort de sa mère qui l'a extrêmement choquée étant donné que maintenant elle est en plein deuil. Sauf que suite à une attaque magique, une fois arrivée sur ce fameux campus, Brie va découvrir l'existence de la magie et d'une société secrète millénaire. Elle va se demander si elle n'aurait pas un lien avec la mort de sa mère et décide donc de l'intégrer afin de mener l'enquête de l'intérieur. C'est une réécriture de légende arthurienne et j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Ce deuxième tome était juste génial. À nouveau, ça traite des questions du deuil, du racisme. On a une représentation que j'ai adorée, qui est vraiment très bien faite. Il se passe tellement de choses, tellement de trahisons. Arrivé à un moment, je me méfiais de tout le monde. Tout le monde était susceptible d'être une menace pour Brie et surtout de faire une dinguerie. C'était juste fou. Ça se passe très peu de temps après la fin du 1. On reprend directement la suite de l'histoire et vraiment, il se passe des choses. Dites-vous que j'ai tremblé de nerfs arrivé à un moment. Tellement j'ai été happée par l'histoire, tellement c'était immersif, juste fou. Encore une fois, le rythme c'était très fluide. À chaque fois on a quand même des bons pavés, pareil pour le 1 qui est derrière moi, mais on est tellement dans l'histoire que personnellement je l'ai pas senti. J'ai beaucoup aimé suivre l'évolution de Brie et de Celle, et d'ailleurs l'évolution de leur relation. Tout ça m'a l'air très complexe, je sais pas où ça va nous mener, mais les nouvelles découvertes qu'on fait par rapport aux origines de Brie, je pensais qu'on en avait déjà découvert beaucoup dans le tome 1, bah franchement là ça continue, même sur l'univers magique et sur le système hiérarchique un petit peu de l'organisation de la société secrète dont je vous ai parlé plus tôt. Enfin en fait c'était juste fou. Juste fou pareil, à nouveau, je vais pas développer plus que ça parce que c'est un tome 2, mais j'attends avec impatience le tome 3, sauf qu'il n'est pas écrit en anglais non plus, donc il y en aura pour un moment. Mais oh là là, merci, c'est ce genre de traduction que je veux personnellement. Vraiment, ça change de ce dont on peut avoir l'habitude, je vous en ai déjà parlé de toute façon, rien que pour la représentation et la façon dont sont traitées les questions du racisme, c'est juste fou. Et on a même de nouveaux personnages que j'ai trouvé super intéressants. J'ai fait beaucoup de très bonnes lectures au mois de septembre et donc comme quoi lisez les suites de votre bal puisque y a de très bonnes surprises. Ensuite je vous présente le tome 5 de Rebecca Keane, L'Armée des âmes, écrit par Cassandra O'Donnell et publié chez J'ai lu. Alors autant d'habitude j'adore Rebecca Keane, je vous l'ai dit plusieurs fois, autant ce 5e tome ne m'a pas plus convaincue que ça. Je mettrai 3,5 sur 5. Alors pour vous faire une petite explication de ce qu'est Rebecca Keane. Rebecca Keane c'est de l'urban fantasy. On suit le personnage de Rebecca qui appartient à un clan de sorcières qui l'a condamnée à mort. Elle a donc pris la fuite afin d'évoluer au milieu des humains. Elle s'est réfugiée dans un état réputé comme étant le plus calme au niveau de tout ce qui est délinquance, sauf qu'à contrario c'est celui qui est le plus peuplé par tout ce qui est espèces surnaturelles. Et très vite Rebecca va se faire griller et va devoir devenir assassine puisque ne faisant partie d'aucun clan, elle est la plus en mesure, la plus à même à remplir cette responsabilité qui consiste un petit peu à être la police des surnaturels, en tout cas à régler tout ce qui est conflit et surtout à mener les enquêtes. Et dans cette histoire on a beaucoup d'espèces différentes, il y a les vampires, les démons, certaines espèces de sorciers, sorcières, les potionneuses, les chamanes, les métamorphes, les loups-garous, voilà, il y a beaucoup de choses, c'est assez complet. Et j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. Ensuite j'ai bien aimé, même s'il y en a que j'ai moins aimé que d'autres forcément. Mais celui-ci, voilà, j'étais pas à fond dedans quand je l'ai commencé. Il y a l'arrivée de certains personnages, dont un en particulier, dont on a pu parler précédemment, qu'on a pu rencontrer ici. C'était intéressant, j'ai ri à nouveau, mais voilà, j'étais pas à fond dedans. À un point où je me suis posé la question si ça valait vraiment le coup pour moi que je continue la série. Donc de toute façon, j'ai encore le tome 6 dans ma palle. Et en vrai, il doit y avoir un 8e tome, je ne sais pas quand, mais il doit y avoir un 8e tome un jour. Donc bon, ça se lit rapidement. Regardez l'épaisseur du 6. Ça représente pas grand chose, donc pourquoi pas quand même aller jusqu'à la fin de la série.
Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le début, là moins convaincue. En plus, à un moment, il y avait écrit dans le livre Grand Black. Et à chaque fois que je vois écrit Black dans un livre, je lève les yeux au ciel en vrai. Et je trouve ça un peu lassant. Je me dis que bon, ça a été écrit en 2014, alors peut-être qu'il y a un problème au niveau du décalage d'époque. Mais c'est vrai que en principe, quand ça arrive, je sors un petit peu de la lecture et je sais pas si ça n'a pas contribué au fait que j'ai moins accroché que les autres tomes. À nouveau c'était fluide, c'était sympa, mais voilà, ce sera juste 3,5 sur 5 pour moi. Ensuite, j'ai lu un livre que j'avais vu passer sur le TikTok anglophone qui m'avait intriguée et dont j'étais quasi prête à acheter la version anglaise. Broken Bones, écrit par Jibri et publié chez Corrigan. Alors, attention, trigger warning, là on est dans de la dark fantasy, ouais on peut dire ça, même si urban fantasy, dark fantasy, vous voyez ce que je veux dire. C'est un harem inversé, le langage est grossier, il y a des thèmes assez durs, donc des trigger warnings, alors voilà, c'est pas pour tout le monde du tout. J'ai mis 4 sur 5 à cette lecture, c'était pour moi totalement une première de lire un harem inversé, j'étais très curieuse et la façon dont les anglophones en parlaient m'avait vraiment donné envie d'essayer. Sauf que c'est surtout cette version française qui me dérange, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, alors ce format est très beau, hein, mais il est bourré de coquilles. Alors attention, je n'ai pas de livre en tête dans lequel je n'ai pas lu de coquilles. Pour moi, malgré de multiples relectures, il va forcément y avoir des coquilles, c'est comme ça, l'erreur est humaine. Et c'est pas quelque chose que je précise, à moins que ce soit quand même un gros truc. Mais là, c'est sans arrêt. Tellement que des fois, ça m'a fait sortir de ma lecture et que parfois, c'était même pas le bon personnage. Ou alors, la phrase n'était pas complète. Là, on se pose vraiment des questions sur la possible relecture de cette version, en fait. C'est ça que je veux dire. Mais en plus de ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais il y a un passage qui m'a fait tiquer sur le moment. J'ai continué à lire, mais ça m'a fait tiquer quand même. C'est qui a écrit Bamboula pour désigner une fête. Mais notre protagoniste, à un moment, parle d'une fête en disant « j'avais pas envie d'aller à cette Bamboula ». Je me suis dit que ça m'étonnerait grandement que dans le texte original, Jibri ait vraiment écrit quelque chose de semblable en anglais. Et le fait est que ce n'est pas du tout le cas. Jibri, dans la version originale, elle parle d'une fête. J'essaierai de retrouver ça et de vous mettre à l'écran ce dont je vous parle, mais elle n'utilise pas du tout de mots à connotation raciste dans sa version. Et je trouve ça extrêmement grave que dans une traduction, un traducteur prennent l'initiative de remplacer une expression par une autre expression totalement raciste puisque ça invente des propos qui n'ont pas été les leurs aux auteurs concernés. Ça revient à la raison de pourquoi j'avais DNF à la page 35, les 7 maris d'Evelyn Hugo. Pour moi, c'est la même chose. Ça n'a pas lieu d'être. Je sais qu'il y en a qui ont dit à ceux qui l'avaient dénoncé que c'était pas raciste. Si c'est raciste, et même quand on regarde la définition, c'est vraiment se cacher derrière de fausses raisons que de dire que ce n'est pas raciste. Et le fait est que je trouve ça dommage parce qu'en plus on a déjà un livre assez particulier, voilà, ça va pas plaire à tout le monde, mais si en plus vous rajoutez des trucs racistes, mais ça me fait souffler quoi. Et c'est pour ça que je ne sais pas si je continuerai à lire cette série chez Corrigan parce qu'en vrai elle est disponible en intégralité avec l'abonnement Kindle pour ceux que ça intéresse, bon du coup en anglais hein. Et j'ai déjà commencé le tome 2 et j'ai même pas de difficulté à comprendre ce qui s'y passe, donc j'ai franchement un doute. S'ils prennent ce genre de liberté que je trouve très grave, pour moi c'est grave de prendre ce genre d'initiative, et voilà, je suis pas sûre de continuer en français avec Corrigan, mais je vais donc vous parler de l'histoire de Broken Bones. Nous suivons le personnage de Oleander qui, à la mort de ses parents, découvre qu'elle est dotée de pouvoirs extrêmement dangereux. Et surtout qu'elle doit garder secret. Elle prend donc la décision de s'enfuir. Sauf que dans le monde d'Oleander, les femmes possèdent des liens. Des hommes avec qui elles doivent former un cercle. Des espèces d'âmes sœurs. Après l'avoir traquée sans relâche, ces hommes l'ont donc retrouvée. Elle est donc contrainte maintenant de vivre avec eux, sauf que malheureusement, ils ont du mal à passer outre le fait qu'elle a essayé de briser ce lien sacré. Sauf que Leander avait des raisons plus profondes que ce qu'ils peuvent s'imaginer de prendre la fuite, puisque en réalité, le but c'était de les protéger et elle va donc devoir vivre avec ce fardeau. Alors, plusieurs points à relever. J'ai trouvé que c'était une histoire extrêmement addictive. Pareil, j'ai fait une nuit blanche, je suis allée jusqu'au bout
Il y a beaucoup de grossièreté. Hollander parle de façon extrêmement vulgaire. Je crois d'ailleurs que c'est le livre que j'ai lu avec le plus d'insultes. Vraiment, elle insulte tout le monde. Et en plus, du côté des personnages masculins qui composent son harem, il y en avait plusieurs, franchement, je les déteste. J'ai du mal. Et d'ailleurs, certains comportements, bon, il y a beaucoup de choses qui sont à relever. Et il ne faut surtout pas concevoir que ce genre d'échange, c'est la normalité. Donc voilà, je préfère le préciser. Vous savez que je ne suis pas une fan de dark romance, mais par contre j'ai pas de mal avec la dark fantasy. En fait c'est le contexte magique qui fait que, hein, en vrai. Ici, pour ce qui est justement de l'univers magique, il n'est pas développé. On a seulement des prémices d'explication. C'est assez flou, on en apprend un petit peu au fur et à mesure, mais je pense qu'en ayant découvert les réelles capacités d'Hollander, puisque dans ce livre aussi c'est un mystère tout au long de notre lecture, donc je pense que passé ce premier tome, on va avoir peut-être un peu plus d'explications. En tout cas, dans les 10 premiers pourcents que j'ai lu du tome 2 en anglais, ce n'est toujours pas le cas. Mais j'ai trouvé que c'était quand même très prenant. On veut découvrir en quoi consiste cette idée de harem, de lien, de cercle, quelles sont les capacités d'Hollander, pourquoi elle est partie et surtout pourquoi elle se laisse marcher dessus. Ça, c'est un point qui m'a agacée. Alors oui, elle a l'insulte facile, mais par contre, le côté non dit et tout le temps dire « Ah oui, mais je fais ça parce que je peux pas dire... » Enfin, ça, c'était un petit peu agaçant. J'aurais bien aimé justement que ça dure pas tout le long, en fait. Ça aurait peut-être apporté un peu plus de rythme. On a aussi envie d'en découvrir plus par rapport aux personnalités des différents personnages qui composent le harem, enfin personnages masculins. Il y en a un que j'aime beaucoup, mais à voir ce que ça va donner dans la suite. Surtout que le principe des harems, c'est qu'il n'y a pas de choix quant aux relations. Ça va pas être comme dans les triangles où il y a un couple qui va être défini. Dans le harem inversé, notre protagoniste féminine ne choisit pas un personnage masculin en particulier. Donc je suis très curieuse de voir ce que la suite va donner. Et dans les trigger warnings, il y a une scène particulièrement choquante. Je ne vous l'explique pas dans cette vidéo puisque ça pourrait vous spoiler. Mais si jamais vous avez envie de savoir quelle est cette fameuse scène, il y a plusieurs personnes qui en ont déjà parlé. Mais vous pouvez également me poser la question via mes réseaux, n'hésitez pas. Conclusion, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel, c'est vraiment addictif. Mais c'est sûr que c'est particulier, que ça peut ne pas convenir à tout le monde. Et forcément, c'est pas la version française que je vais vous recommander parce que, je vous le dis, j'aurais encore eu le temps. Je pense que j'aurais vu pour me faire rembourser parce que, bah, je ne conçois pas qu'on fasse ce genre de choses. Voilà. Et nous voici avec la dernière lecture du mois qui n'est autre que Ariane, écrit par Jennifer Saint et publié chez Sabran. Ça a été la lecture que j'ai le moins aimée du mois et la deuxième lecture qui m'a le moins plu de l'année. Alors pour vous expliquer un petit peu, Ariane est présentée, je précise bien est présentée, comme étant une réécriture féministe du mythe du Minotaure qui inclut Ariane et le personnage de Thésée. Donc ce qu'on en sait, Ariane qui aide Thésée, qui au final se fait trahir et nanani et nanana. Et le résumé nous explique donc qu'Ariane va être déterminée à tracer son propre chemin et à se rebeller. En fait, j'hésite entre 2 et 2,5, mais c'est plus proche du 2. Ça n'a absolument pas été féministe. On a 2 points de vue dans l'histoire, on a le point de vue d'Ariane et on a le point de vue de sa sœur Phèdre. Ariane, j'aime pas du tout sa personnalité, je ne suis pas attachée à son personnage, je trouve qu'elle est très niaise. Et à côté de ça, on a Phèdre qui, je trouvais, pouvait sortir du lot, avait du potentiel, était la première à dire qu'elle n'était pas comme sa sœur, qu'elle n'était pas aussi niaise justement, alors qu'au final j'ai été grandement déçue. Déjà le rythme est très lent parce que au début ça m'a limite fait comme un recueil de mythes, puisque on a notre mythe principal, donc le mythe du Minotaure, la légende du labyrinthe qu'on est censé aborder, sauf que c'est constamment entrecoupé de mythes de plein d'autres gens. Il y avait le mythe de Méduse, il y a les mythes de Dionysos, il y a certains mythes relatifs à Poséidon. Enfin, au milieu de notre histoire, on a constamment un méli-mélo comme ça de mythes différents. Et c'est vrai que parfois, ça me faisait un petit peu sortir de ma lecture, puisque j'avais envie qu'on arrive aux choses concrètes. Mais hormis ça, j'ai rien trouvé de féministe. J'ai trouvé que justement, nos personnages féminins étaient totalement soumises à ce qu'elle pouvait avoir en tête par rapport à l'image d'homme. Et encore, c'est même pas ça qui a fait que j'ai pas aimé le livre, parce qu'en fait, on l'aurait pas annoncé comme étant féministe, et bien j'aurais pas pris ce critère en compte. Mais du coup, voilà, ça contribue au fait que ça m'a déçue. Non, c'est vraiment l'histoire en elle-même, les tempéraments des personnages, j'ai vraiment rien apprécié.
Moi je vous le recommanderais pas si jamais vous vous posez la question, surtout que je me suis pas rendu compte quand je l'ai acheté, j'ai pas fait attention, mais il est plus cher que la moyenne. C'est un livre qui fait moins de 400 pages et il est à 27 euros, 26,95. Sauf que normalement ceux qui sont à 27 euros, ils en font au moins 500, 600. Donc j'étais assez étonnée, mais je suis surtout grandement déçue. Voilà, c'est trop dommage parce que il aurait pu y avoir du potentiel, je m'attendais totalement à autre chose. À chaque fois que j'avais un petit espoir, et bah j'ai été assez déçue. Si vous voulez une revue complète, puisque de toute façon c'est un one shot, complète comme je vous en ai parlé plusieurs fois, mais cette fois-ci je vais vraiment commencer à en faire, je pourrais vous en faire une. Comme ça vous donnera une idée plus concrète si jamais vous hésitez à passer à l'achat ou non. Mais j'avoue que moi c'est vraiment pas un achat que je vous recommande, mais c'est selon mes goûts, c'est personnel. Je trouve qu'on a un enchaînement de mauvaises décisions et parfois de passivité et d'une possible rébellion que je n'ai vue nulle part, donc je ne vais pas plus m'avancer que ça. Je vous laisse découvrir ça par vous-même si jamais vous en avez l'envie, mais je ferai sûrement une vidéo plus détaillée avant de m'en séparer parce qu'en fait j'hésite à m'en séparer. Mais ça m'embête parce que du coup j'ai perdu l'investissement que j'ai mis à la base, malheureusement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, pourquoi pas à commenter et même à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et on se dit à la prochaine. Salut!